la bataille de Pokrovsk, commençons par là, puisque et les Ukrainiens et les Russes se battent encore plus âprement sous le regard de Trump. Regardez, on part à l'est du pays, on parle beaucoup de cette ville de Pokrovsk, au cœur du Donbass, dont les Russes veulent absolument s'emparer depuis des mois maintenant. Regardez, la ville a de nouveau été bombardée. C'était hier, on a reçu des images qui sont extrêmement impressionnantes de ces bombardements. Regardez avec ces immeubles en feu, c'est la Russie qui a frappé cette ville hier et on sait que les Russes poussent particulièrement dans la région. Vous allez voir cette vidéo avec un volontaire ukrainien qui se filme dans la ville au lendemain de ces bombardements. Écoutez, il est en contact avec des civils sur place. Les Russes bombardent la rue centrale de Pokrovsk, une voie de circulation qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Boulevard, qui вже давно не працював. Ну і цивільний будинок. Et un bâtiment civil. Доброго ранку. Bonjour à vous. Що, котрий чи... Quelle heure était-il hier? Vous ne savez pas? 17h30? 17h30. C'était l'appartement de mon parrain. Кума, да, згоріла там? L'appartement de votre parrain a brûlé là? Une fusée est arrivée. Elle sifflait, elle bourdonnait comme un avion. З тої сторони. Ну, De ce côté-là, on voit bien d'où ça vient. а потім вони дивуються. Et il se demande alors pourquoi la russophobie se répand dans le monde. Je me demande pourquoi. Дивно, а чому? Voilà, restons sur ces images très impressionnantes de Pokrovsk. Cette grande bataille, c'est une bataille. Et 100 fois on a dit Pokrovsk va tomber, Pokrovsk n'est pas tombé. Général Richoux, on voit à quel point les Ukrainiens là tiennent bon. Ils tiennent bon, mais on s'aperçoit maintenant que la ville est sous le feu de l'artillerie russe. Donc effectivement, c'est un point chaud. Ils attaquent à peu près sur 3 axes au nord. Tchassiviar, dont on annonce depuis 6 mois qui sont en train de tomber, qui est toujours pas tombé. Donc ça, c'est la route de Soloviansk-Kramatorsk. Un petit peu au sud, il y a Pokrovsk, et puis au sud, il y a la direction Voledar qui avait été prise, et puis il remonte maintenant vers le nord. Donc effectivement, des avancées qui sont des micro-avancées, mais ils avancent quand même, et là, on s'aperçoit, avec ces incendies, qu'il y a maintenant, la ville est véritablement sous le feu de l'artillerie, pas seulement sous le feu des missiles à longue portée. L'offre et la demande, on entendra dans quelques instants Donald Trump qui dit Zelensky est demandeur, puisqu'il dit Zelensky aimerait un accord. Et il dit aussi Poutine détruit son propre pays. Donc il a des méchancetés pour tout le monde. Hein, et on voit à quel point et les Ukrainiens et les Russes veulent montrer qu'ils ne sont pas trop demandeurs, qu'ils sont au contraire à l'offensive. Oui, parce qu'effectivement, Poutine n'a jamais dit qu'il était prêt à geler la situation actuelle. Et donc, je pense que Donald Trump le soupçonne, en fait, de ne pas vouloir négocier, probablement parce qu'il considère que cette guerre peut encore durer longtemps, qu'il a les ressources suffisantes pour pouvoir y arriver. Et c'est intéressant de voir que Trump a des mots durs pour Poutine, ce qui montre bien qu'il n'est pas forcément cette caricature que tout le monde a décrite pendant la campagne, c'est-à-dire l'homme qui mangeait dans la main de Poutine. Et on évoquera ce sujet un peu plus longuement. Je voudrais juste finir avec ces informations qui sont données par l'ISW, l'Institut américain qui étudie très sérieusement cette guerre. Les forces russes ont récemment avancé en direction de Pokrovsk dans le cadre d'opérations offensives continues dans la région le 20 janvier, donc c'était hier. Et puis Didier François, on a ces chiffres qui donnent des vertiges. 152 combats en 24 heures seulement en direction de Pokrovsk et 73 actions offensives russes qui ont été stoppées. Est-ce que c'est le signe que l'armée russe est en train de jeter toutes ses forces dans la bataille? C'est ce qu'elle fait à peu près depuis un mois sur la zone, hein, puisque on est sur un volume d'une centaine d'opérations. C'est-à-dire on est sur l'essentiel aujourd'hui des opérations de l'armée russe sur l'ensemble des fronts et concentré à cet endroit-là, avec une vraie difficulté pour eux, parce que c'est quand même une ville qui est bien défendue. Donc ils butent dessus et on voit que la stratégie qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'essayer justement d'un peu l'encercler pour couper les voies de ravitaillement. Et c'est la raison, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, pourquoi on en parle un peu aujourd'hui, c'est que là, comme l'expliquait Nicolas, le général Richoux, il est rassuré. Il y a là-bas une usine assez importante qui est la très grosse usine de sidérurgie qui produit et qui produisait jusqu'à aujourd'hui l'acier nécessaire, entre autres, à la fabrication des obus et qui ont été obligés, là, qui maintenant qu'elle est sous le feu, est obligée d'interrompre sa production, ce qui va poser un petit problème. Donc c'est travailler là-dessus. Mais les Russes vont avoir du mal à prendre la ville. Ça va prendre du temps. Expliquez-nous ce qui se passe exactement dans cette ville.
ville. Si on voit ici les images, c'est-à-dire le degré de destruction, qu'on comprenne bien ce qu'on voit à l'image, c'est-à-dire une grande partie de la ville est détruite. On se demande où est-ce qu'on se bat encore dans une ville, dans un état pareil. Justement. Dans les ruines. Hein. Justement. Les ruines ont été un peu transformées en bunkers. Et puis rappelez-vous, on avait montré ces images lors d'une visite sur place de cette nouvelle ligne de défense très construite, très protégée, qui avait été faite récemment justement pour renforcer un peu cette position élevée, faire de Pokrovsk un bastion. Mais regardez le petit village, les petits villages autour, ils ont tenu des mois. Et là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement lourd. Donc je pense que les Ukrainiens peuvent encore tenir un certain temps. Et il y avait une usine, il y avait aussi des mines, une mine de charbon, la plus grosse mine de charbon d'Europe. Alors parlons, puisque vous y arrivez, parlons de la mine de charbon, puisqu'effectivement c'est une mine extrêmement importante. C'est cette mine qui a été, sur laquelle les forces russes ont avancé. Il y a ces images qui en rendent compte. 1000 blogueurs russes a affirmé que les forces russes ont saisi la mine, mais que les combats se poursuivent. C'est-à-dire que cette mine de charbon, elle n'est pas encore entièrement dominée par les Russes. Non, cette mine de charbon, elle a déjà été détruite par les Ukrainiens, justement, pour que les Russes ne puissent pas profiter et avancer surtout par les souterrains vers les positions ukrainiennes qui sont aussi quelque part placées dans cette mine ou en tout cas aux environs. Mais les images assez spectaculaires que nous avons vues de Pokrovsk, ça montre aussi que les Russes utilisent leur tactique habituelle, c'est-à-dire détruire la ville tout simplement quand ils n'arrivent pas à la prendre parce qu'ils n'ont pas les capacités tout simplement, sinon c'était déjà fait. On les a vus aussi détruire leur propre ville en Russie, dans la région de Koursk. Absolument, ils ne savent pas faire autrement, donc on détruit tout, on anéantit tout, et après, quand il n'y a plus à quoi s'accrocher, ou les militaires ukrainiens, par exemple, ne peuvent même pas plus se cacher, donc bien sûr, ils reculent, et les Russes avancent, mais donc ils récupèrent que des ruines, et c'est encore une fois, ça détruit le mythe que les Russes mettent en avant en justifiant cette guerre, en disant que, bah oui, bien sûr, ils sont venus pour libérer la population russophone qui souffre, etc. Non, ils sont venus pour détruire l'Ukraine, pour détruire la nation ukrainienne. Et ça, c'est une rue principale. C'est vraiment le centre. C'est les Champs-Élysées de Pokrovsk. Et c'est quand on voit toutes ces destructions, on comprend à quel point cette pauvre ville souffre. Et les personnes qui restent encore, qui ne veulent pas partir pour toutes sortes de raisons, ils survivent. Oui, il y a des gens qui vivent dans ces ruines. Ça paraît, quand on voit ces images, on se dit que c'est inimaginable. On continue, d'ailleurs ça s'est vu dans beaucoup de guerres. Il y a environ 1000 personnes. À Stalingrad, c'était le cas. 1000 personnes. Des milliers de gens vivaient dans les ruines à Stalingrad et sont restés jusqu'à la fin de la guerre au milieu des combattants, que ce soit du côté allemand ou bien du côté russe. Parce qu'il n'y avait nulle part où y aller. Et puis quand il fait moins 20 ou moins 30 à l'extérieur, vous mettez encore dans une cave que d'être dans la pampa, si vous voulez. Donc effectivement, là, c'est vraiment terrible. Mais il faut rappeler que les ruines comme à Stalingrad, chaque ruine est un bunker supplémentaire. C'est ça qu'il faut voir. Et ça complique encore la tâche à l'attaque, mais ils ne sont pas dans la ville. Ils sont encore à l'extérieur. Hein. Et le fait même, juste, je finis, le fait même qu'on voit cette personne, Denis Christophe, qui est un volontaire assez très connu en Ukraine parce qu'il fait des opérations très complexes. Il va vraiment sur la ligne de front, le point zéro où il y a les combats, pour évacuer encore que les mémés qui ne pouvaient pas bouger jusque-là, qui espéraient encore rester. Donc le fait même qu'il est encore en ville, ça veut dire que la ville est protégée par les Ukrainiens, que pour lui, il n'y a pas encore le danger de montrer comme ça, filmer et même parler aux locaux qui marchent. Donc les Russes ne sont pas encore arrivés à prendre Pokrovsk. Mais justement, ils ne sont pas encore arrivés, mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir à quel point ils font effort, quitte à encaisser des pertes. Et ce qui n'est pas... c'est peut-être pour ça qu'on a cette déclaration aujourd'hui de Donald Trump, qui petit à petit... Rappelez-vous, on discutait il y a 15 jours, vous dites, mais quand même c'est bizarre, Zelensky, pourquoi il dit aussi des trucs aussi... il fait un peu de la lèche à Trump. Oui, mais en fait, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky... Il y a deux choses qui sont dites dans la déclaration de Trump. C'est Volodymyr Zelensky veut la paix, mais peut-être pas Poutine. Et vous voyez bien qu'il y a un petit bascule, et donc la stratégie de Volodymyr Zelensky, qui était de montrer que lui, il était ouvert à la discussion avec les États-Unis, et finalement, ça va peut-être payer, et de parier sur le fait que Vladimir Poutine ne veut pas d'accord, ou ne peut pas passer un accord, parce que politiquement, ça sera difficile pour lui, aujourd'hui est en train d'infuser dans la tête de Donald Trump, et je pense que ça va être intéressant de voir comment ça se développe dans les semaines prochaines. En tout cas, c'est là-dessus que parier Volodymyr Zelensky et les Européens. On va y revenir très longuement après, mais qu'on reste un moment sur la situation militaire. Mais donc ça va peser, cette bataille.
là-dessus. Alors, il y a une autre image qui nous prouve à quel point cette bataille de Pokrovsk elle est importante du côté russe. Regardez, c'est le chef d'état-major, le général Gerasimov, que l'on connaît bien, qui a visité le centre un poste de commandement du groupe de troupes du centre. C'est rare de le voir sur le terrain parce que c'est vrai qu'il n'était pas à Pokrovsk même, mais il s'est rendu dans la région, dans un centre de commandement. Preuve générale, parler à un autre général, que cette ville est l'une des priorités de l'armée russe. C'est même sa priorité, c'est ce que nous disait vraisemblablement. François. C'est la priorité du moment, c'est là où ils font l'effort, au point d'ailleurs de négliger presque le front de Koursk, à un moment au nord, pensant qu'ils vont le récupérer après, mais là, il leur faut des gains. Il leur faut absolument ces gains-là. Gagner Pokrovsk, ça leur donnera un nœud ça leur donnerait. Bien entendu, ils ne l'ont pas prise et on ne sait pas s'ils la prendront. Ça leur donnerait, je dirais, un nœud de la défense ukrainienne. Quelle est l'ampleur quand on regarde ces images, quelle est l'ampleur de l'effort? On se rappelle que dans la région de Koursk, ils étaient quoi, 50 000 50 000. 50 000. Là, à l'échelle, c'est des chiffres considérables. C'est quand même, on est là au cœur de l'Europe. Dans cette région de Pokrovsk, ils sont combien? Moi, je pense qu'ils sont dans peut-être 100 000. Oui, ils sont dans les 100 000. Mais là, on nous disait qu'il y avait un soldat ukrainien pour 8 soldats russes l'autre jour sur le plateau, je crois. C'est ce que nous disait une des personnes qui était sur place. Ouais, c'est ça. Oui. Alors justement, il faut un travail de défense incroyable. D'après vous, ça peut tenir combien de temps? Parce que le général a fait un petit lapsus en disant ça leur donnera un nœud logistique important. Donnera au début. Est-ce que ça veut dire, est-ce que pour vous, cette ville, elle peut tomber là prochainement? Non. Moi, j'avais dit que Tchassiviar, en septembre, on annonçait la chute de Tchassiviar dans les jours qui suivaient, et j'avais dit une ville n'est tombée que quand elle est tombée. Moi, je rappelle que Stalingrad, ils sont arrivés à 100 mètres de la Volga fin novembre 1942 et que la ville n'est jamais tombée. Et tant qu'une ville n'est pas tombée, vous ne savez pas si elle tombera. Vous ne savez pas si Tchassiviar tombera, vous ne savez pas si Pokrovsk tombera. On se rappelle des villes qui ont tenu des mois et des mois, comme Mariupol, etc., etc.